Exercice donc sur le traitement électrolytique des objets ferreux. Et voilà la situation qu'on nous propose. Donc Charlotte et Guillaume visitent avec leur professeur de sciences physiques l'atelier de conservation restauration art antique, qui est une structure scientifique et technique ayant pour vocation la restauration et la conservation des objets archéologiques. Le laboratoire s'est spécialisé dans les travaux de restauration issus des fouilles sous-marines, bien évidemment, qui sont victimes de la corrosion, puisque contenues dans l'eau de mer. À la suite de cette visite, les deux élèves décident, à travers de l'atelier scientifique auquel ils participent, de mieux comprendre le phénomène de corrosion et les techniques de restauration qui leur sont présentées. Alors cette technique qui est utilisée dans cet exercice est très classique et très usitée aussi dans l'industrie. Lors de leur visite en laboratoire, on explique à ces deux élèves qu'après des siècles d'immersion, les objets se recouvrent de concrétions marines protectrices qu'on appelle la gangue. Donc tout autour de l'objet, il y a une espèce de déchets organiques et de mélange avec la corrosion qu'on appelle la gangue. Le laboratoire est justement en train de traiter des canons qui ont été donc retrouvés au fin fond de l'océan. Pour enlever cette gangue, on réalise une électrolyse. Donc on plonge le canon qui sert de cathode dans un grand bain d'eau et on observe à sa surface un dégagement de dihydrogène, donc des bulles de gaz, qui compriment la gangue, la rendant pâteuse et fragile. Ces petites bulles éclatent à la surface et détruisent ainsi la gangue. L'opération dure 700 heures, donc c'est relativement long, avec un courant électrique très élevé, constant de 7,5 ampères. Donc le générateur est branché de la façon suivante. La borne positive est ici, la borne négative est là. La borne négative, elle est reliée directement à la cathode qui est au canon, et évidemment une solution électrolytique, et une anode qui est constituée d'un grillage en acier inoxydable. Alors, sachant cela, on a des petites questions bien évidemment à répondre. Alors, première question, on nous dit le dégangage et l'électrolyse de l'eau. La réaction se produisant à la surface du canon est-elle une oxydation ou une réduction? Alors là, la surface du canon, on voit que c'est cette partie-là, cette zone-là, et on voit que c'est la cathode. Donc, puisque c'est la cathode, eh bien, par définition, la réaction qui se produit à la cathode est une réduction. Donc, à la surface, on a la cathode, ça on le voit sur le schéma, et le lieu eh bien, qui correspond à la cathode, c'est le lieu où se produit la réduction. Qui, rappelons-le, la réduction, c'est le gain d'électrons. Donc, en cette cathode, on a un gain d'électrons, on a une réaction de réduction. Voilà pour la première question. Donc, on le voyait simplement en observant le schéma, puisqu'on voyait que la surface du canon, que je colorie en bleu là, c'est la cathode, c'est écrit ici. Question 2. Écrire l'équation de la réaction ayant lieu à l'anode, donc de l'autre côté ici, sachant que le couple qui intervient, c'est le couple Cl2-Cl-. Cl2/Cl-, c'est le couple oxydant/réducteur. Et comme c'est l'anode, on sait qu'on a l'oxydation. Donc à ce lieu, on a l'anode. Par définition, l'oxydation se produit à l'anode. L'oxydation, c'est une perte d'électrons. Donc on va écrire la demi-équation avec les couples Cl2-Cl- qui traduit ce fait-là. Si on a une perte d'électrons, c'est forcément que les électrons sont écrits à droite dans la demi-équation. Donc les électrons sont forcément de ce côté-là. Or, les électrons sont toujours du côté de l'oxydant. L'oxydant, c'est Cl2. Donc on est certain qu'on a Cl2 ici et Cl- ici. Cette demi-équation traduit le fait qu'on a une perte d'électrons. Cl- a perdu des électrons. Maintenant, il faut bien entendu l'équilibrer. On a 2 Cl, donc il faut qu'on mette 2 Cl. Et on a du coup 2 charges moins. Donc on va mettre 2 charges moins. Donc voilà l'équation qui traduit la perte d'électrons, c'est-à-dire l'oxydation à l'anode. On passe aux questions 3. La réaction ayant lieu à la cathode, on nous la donne. C'est 2H plus 2 électrons donne H2. Donc ici,
on a 2H+, plus 2 électrons donne H2. On voit bien que ici on a créé le gaz, le dihydrogène, d'où les petites bulles qui se forment. En vous aidant éventuellement d'un tableau, bon c'est pas obligé, établir une relation entre les quantités de matière, donc le nombre de moles de H2 dégagés et la quantité d'électrons échangés. Donc là il suffit d'observer cette équation. Je vais la noter en rouge, je la recopie, hein, c'est la même. 2H+, plus 2 électrons donne H2. On vérifie toujours au passage H2 gazeux, hein. Je mets un petit G pour dire que c'est un gaz. On regarde la stoichiométrie des réactions. On veut une relation entre le nombre de moles de H2 et le nombre de moles d'électrons. Eh bien, on regarde les électrons, ils sont là. Le nombre de moles de H2, il est là. Si on observe les coefficients stoichiométriques, on voit qu'ici, on a 2 électrons pour 1 mole, le 1 étant sous-entendu, de H2 formé. Ça veut donc dire que le nombre de moles de H2, il est égal au nombre de moles d'électrons sur 2, puisqu'on voit qu'il y en a 2 fois plus. Donc voilà la relation mathématique d'après l'équation. Hein. On est bien d'accord que ce 2-là, c'est celui-là, et ce 1-là, en réalité, c'est celui-là, qu'on n'a pas obligé d'écrire, parce que pas obligé de diviser par 1. Donc voilà la relation entre les quantités de matière. Il suffit donc pour ça de regarder la stoichiométrie de la réaction, savoir si elle est bien équilibrée ou pas. Ensuite, question 1.3 de... Quelle relation existe-t-il entre la valeur absolue de la charge électrique Q, l'intensité du courant I et la durée d'électrolyse? Ça, c'est clairement une question de cours. Donc soit on l'a appris, soit on l'a pas appris. Q égalité, facile à retenir, hein, Q égalité égale I fois T. Donc Q égale I fois le temps. Voilà la relation. Il faut bien évidemment apprendre aussi les unités. La charge électrique est en coulomb, l'intensité est en ampères et le temps est en secondes. Donc là, la question, c'était simplement de rappeler finalement la formule. Question 1.3. Donc là, par contre, je vais un petit peu effacer pour gagner de la place. Donc question 1.3. Quelle relation existe-t-il entre la valeur absolue de la charge totale Q, le nombre de moles d'électrons, le nombre d'Avogadro et E? Donc là encore, c'est une question de cours, hein, dans le cours qui avait été étudié sur l'électrolyse. Q, c'est quoi? C'est la charge électrique totale. Or, qui porte eh bien, la charge? Eh bien, ce sont nos petits électrons, donc c'est le nombre de moles d'électrons, fois le Faraday. Le Faraday, c'est quoi? C'est la charge d'une mole d'électrons. Donc, la charge totale, finalement, ça, c'est la charge électrique totale. Ça, c'est le nombre de moles d'électrons. Donc, finalement, le nombre, entre guillemets, de paquets d'électrons. Si je l'écris un petit peu de façon imagée. Et ça, c'est la charge d'un seul paquet d'électrons, la charge électrique d'un paquet d'électrons. On peut aller plus loin, puisque qu'est-ce que la charge électrique d'un paquet d'électrons? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a dans un paquet d'électrons? Il y a le nombre d'Avogadro, c'est-à-dire le nombre d'entités, le nombre d'électrons qu'il y a dans un paquet, fois la charge électrique, petit e, qui correspond à la charge d'un seul électron. Donc finalement, voilà la relation demandée. Donc Q, c'est la charge totale, toujours. N, c'est le nombre de moles. Na, c'est le nombre d'Avogadro, c'est-à-dire le nombre qu'on a dans un paquet, qui vaut toujours 6,02 fois 10 puissance 23. Et E, c'est la charge d'un seul électron. Charge électrique d'un électron. Donc c'est bien logique que la charge d'un seul
fois tout ce qu'il y a dans le paquet fois le nombre de paquets, ce soit égal à la charge totale. Donc on a la relation. Question 1, 3, 4. En déduire la relation entre tout ça. Eh bien, on va utiliser les deux relations qui étaient la relation de la question 2, c'était Q égale I fois delta T. On vient de voir que c'est le nombre de moles d'électrons fois le nombre d'Avogadro fois la charge d'un seul électron. Donc on a bien une égalité entre les deux. Et on sait que le nombre de moles d'électrons, c'était encore la question d'avant, qu'on avait établi tout à l'heure, c'était 2 fois le nombre de moles de H2. Ça, c'est 2 fois le nombre de moles de H2. C'était la question 1 de la partie 3. Donc finalement, je vais poursuivre ici, on a une relation I fois delta T est égal à 2 fois le nombre de moles de H2 fois le nombre d'Avogadro fois la charge d'un électron. Grâce à ça, on peut simplement isoler le nombre de moles de H2. Le nombre de moles de H2 est donc égal à I fois T, enfin fois delta T divisé par 2Na fois E. Et voilà la réponse à la question qui était attendue. Bien évidemment, il va nous rester sans doute à faire l'application numérique, peut-être après. Donc, question 1, 3, 5. On nous demande calculer la quantité de matière NH2 produite. Donc là, c'est simplement remplacer par les nombres et faire l'application numérique. Donc on va remplacer. L'intensité, c'était 7,5 ampères qui circulait lors de la manip. La durée, c'était 700. Mais attention, il faut mettre en secondes, donc on multiplie par 3600. 2, c'est 2. Le nombre d'Avogadro, c'est toujours 6,02 10 puissance 23. C'est toujours le même nombre depuis le programme de secondes. Et puis, E, c'est la charge d'un électron, c'est donc la charge que porte un électron entre guillemets sur son dos, donc 1,6 10 puissance moins 19. Ces valeurs ne sont pas à connaître par cœur, évidemment, elles sont données, elles sont rappelées dans l'énoncé. Et donc on fait le calcul, et on aura un résultat en mol. Donc on va trouver à peu près 98,1 mol. Donc ça, c'est la quantité de matière de H2 qui est libérée. C'est-à-dire que lorsqu'on fait l'électrolyse, le gaz H2, on fabrique 98,1 mol de dihydrogène. Bon, mais un nombre de moles d'hydrogène, c'est pas très parlant, donc on va le convertir en volume, puisque c'est la question 1, 3, 6. Je vais faire ici. À quel volume de H2 cette quantité correspond-elle? Et on nous donne le volume molaire. Le volume molaire d'un gaz est donné ici. Qu'est-ce que c'est que le volume molaire? Ça veut dire que 24 litres, c'est le volume occupé par une mole. Et nous, on a 98,1 mol. Donc en réalité, pour avoir le volume de H2, c'est simplement un produit en croix qu'on peut faire. Donc le volume de H2 recherché, qui est libéré, c'est 98,1 fois 24 divisé par 1. Donc là, il suffit de le taper sur une calculatrice. Donc 98,1 fois 24. Et ça nous fait 2354 litres. C'est-à-dire 2 mètres cubes, 2,35 mètres cubes. Donc cette électrolyse, qui dure quand même un bon moment, eh bien,
cette électrolyse va libérer plus de 2 mètres cubes de dihydrogène. Donc il va y avoir beaucoup de bulles, et de ce fait, ces bulles vont pouvoir attaquer la gangue. Donc voilà pour la première partie. Deuxième partie, c'est l'étude de la corrosion humide. Alors le fait d'avoir restauré l'aspect du canon en retirant la gangue a pour conséquence de le soumettre à nouveau à la corrosion. Ben oui, puisque la gangue, c'était un petit peu comme une pâte protectrice, mais comme on la retire grâce au volume de H2 qui est libéré, eh bien le canon, qui est de nouveau en acier, donc en fer, hein, se fait de nouveau attaquer par l'eau par l'eau marine, quoi. Par l'eau du bain, pardon. Sous l'effet de l'action conjuguée du dioxygène de l'air et de l'humidité, les métaux ferreux se recouvrent d'une couche orange-brun constituée principalement d'oxyde de fer, Fe2O3, c'est-à-dire la rouille, hein, et la première étape de la formation de cette rouille fait apparaître les ions ferreux Fe2+, et hydroxyde HO-. Donc, première chose qu'on nous demande dans la deuxième partie, c'est d'écrire les demi-équations électroniques des couples mis en jeu. Donc on a le couple Fe2+, Fe, et le couple O2, HO-. Donc on nous demande d'écrire les demi-équations. Donc bien évidemment, le fer va être oxydé. Donc on part du fer, on ne peut pas se tromper. On est obligé d'écrire le fer à gauche, puisque c'est le fer qui va se faire attaquer, hein. C'est bien lui qu'on a en présence. Donc le fer va se transformer en Fe2+, plus 2 électrons. Donc voici la première demi-équation électronique qui correspond au premier couple. Et ce fer réagira avec, bien entendu, le dioxygène, puisque c'est indiqué là, hein. Alors, sous l'effet de l'action conjuguée du dioxygène et de l'humidité, donc il y a bien le dioxygène, donc c'est bien O2 qu'on écrit à gauche, puisque c'est l'espèce qui va réagir, qui va se transformer en HO-. Il nous reste simplement à équilibrer cette demi-équation. On est sûr que les électrons seront du côté de l'oxydant, l'oxygène étant O2. Donc les électrons seront ici. On voit qu'on n'a pas d'hydrogène par contre, donc on va rajouter de l'eau. C'est H2O qui va rajouter l'hydrogène manquant. On voit que si on multiplie ici par 2, on a 2 oxygènes, et 2 oxygènes ça en fera 4. Donc là on va mettre 4. Du coup ça fait 4H. 2 fois 2, 4H. Mais on a 4 moins, donc 4 électrons. Donc voilà l'équation équilibrée. Première équation, on voit que c'est la perte d'électrons, c'est l'oxydation, et la deuxième, c'est la réduction, c'est le gain d'électrons. Donc voilà pour la question, on nous demandait simplement d'écrire les demi-équations, c'est fait. À partir de ces demi-équations, écrire l'équation entre le fer et le dioxygène, donc il suffit de les sommer. Donc on va sommer ces deux équations, on les réécrit proprement. Donc la première équation, la deuxième, on les somme, mais on fait attention, puisque c'est une réaction d'oxydoréduction, à la fin il ne doit plus y avoir d'électrons. Donc on voit que là il y a 4 électrons, or ici il y en a 2, donc on va multiplier entièrement la première équation par 2. Résultat, on aura 2Fe plus O2, les électrons se simplifient, plus 2H2O, qui va se transformer donc en 2Fe2+, plus 4HO-. Et voici l'équation d'oxydoréduction. On remarque bien que là, on a l'oxydant du deuxième couple, avec le réducteur du deuxième couple, et ici, l'oxydant du premier couple, avec le réducteur du premier couple. On a bien un oxydant qui a réagi avec un réducteur pour former l'autre oxydant et l'autre réducteur conjugué. Donc c'est bien une équation d'oxydoréduction, ce qu'on observe là. Et on a bien le fer qui réagit avec le dioxygène. Donc on a répondu à la question. Troisième partie. Donc troisième partie.
protection contre la corrosion in situ. In situ, c'est à l'intérieur. Donc le personnel de laboratoire a dans ses projets une méthode de conservation préventive sous-marine. Cette technique permet de stocker sur une longue période les objets sans les déplacer. Elle repose sur la pose d'une anode dite sacrificielle en zinc sur le canon en fer qui joue alors le rôle de cathode. Donc là, ce canon en fer va jouer le rôle de cathode. Donc là, on va réaliser l'anode sacrificielle avec le zinc. Donc première question, écrire l'équation ayant lieu à l'anode, sachant que le couple mis en jeu est Zn2 plus Zn. Donc on a le couple Zn2 plus Zn qui est à l'anode. À l'anode, il y a forcément une oxydation, c'est la définition. Hein. Une oxydation, c'est une perte d'électrons. Une perte d'électrons, c'est forcément qu'on va avoir les électrons situés à droite dans l'équation. Donc on ne peut pas se tromper, on a Zn2 plus 2 électrons. Donc voilà la demi-équation, elle est écrite dans le bon sens. Zn a perdu, il a libéré 2 électrons. Perte de 2 électrons. C'est bien une oxydation. Deuxième question, pourquoi utilise-t-on l'adjectif sacrificiel pour qualifier cette électrode? Eh bien, en fait, le zinc va s'oxyder à la place du fer. Entre guillemets, il va se sacrifier. C'est pas le fer qui va réagir, c'est d'abord le zinc. Donc Zn va s'oxyder à la place de Fe. Il se sacrifie, entre guillemets. D'où ce fameux terme d'électrode sacrificielle. Donc on pourrait le tracer sur un diagramme électrochimique, éventuellement, avec la règle du gamma, on pourrait le voir. Ensuite, troisième question. Sachant que les seules espèces présentes susceptibles de réagir sont Fe, H+, et Cl-, quelle est la seule réaction qui peut se produire à la cathode? Eh bien, à la cathode, par définition, on a forcément une réduction. Si c'est une réduction, c'est que c'est forcément un gain d'électrons, puisque c'est la définition même de la réduction. Fe et Cl-, eh bien, si on regarde Fe, quand on regarde les couples, tiens, les couples sont donnés là, c'est pas au hasard. Fe, c'est un réducteur. Cl-, c'est un réducteur. Donc la seule réaction possible sera avec H+. Puisqu'on veut faire une réduction, on ne peut pas partir du réducteur, bien évidemment. Donc la seule réaction qu'on peut avoir, c'est celle-là, c'est 2H+, plus 2 électrons, va se transformer en H2. Puisque l'espèce présente c'est H+, et H+, c'est un oxydant. On ne peut pas avoir une réduction en partant des réducteurs. On est obligé de partir de l'oxydant pour avoir une réduction. Donc la seule solution, c'est cette réaction-là. Voilà pour cet exercice.